Laurent Dubin est le directeur général adjoint du pôle agricole de la coopérative Euralis, du groupe coopératif Euralis. Nous allons le rejoindre en liaison vidéo dans quelques petites secondes. Je crois qu'il est avec nous. Je voudrais qu'à la réalisation bascule sur cette image avant cela et que l'on puisse voir si Laurent Dubin est avec nous. Laurent, je ne sais pas si vous m'entendez, mais si tel est le cas, je ne suis pas sûr. Je vous entends parfaitement. Alors, je pense qu'il faut peut-être actionner le bouton de votre caméra parce que pour le moment, par contre, je ne vous vois pas à l'image. Eh bien, vous voilà, ça y est, parfait. Impeccable. Merci d'être avec nous. Laurent Dubin, je dis impeccable, je ne suis pas sûr de la liaison. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes du côté du siège d'Euralis ou confiné chez vous, Laurent Dubin? Confiné sur Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Confiné sur Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Alors, cette interview va nous permettre de faire connaissance déjà avec ce que représente le pôle agricole du groupe coopératif Euralis en quelques chiffres clés. Et puis, nous nous demanderons ensemble de quelle façon votre organisation s'est adaptée au confinement, que ce soit pour les salariés, mais également pour les agriculteurs. Et de quelle façon également cette crise bouscule complètement la mission première du monde agricole, qui est bien entendu de créer des produits, de générer des biens pour nourrir celles et ceux qui sont autour de ce territoire, mais au-delà, pour nourrir bien au-delà de ses frontières. D'abord, quelques petits mots, on va afficher des chiffres clés, mais je vous laisse les commenter. Que représente aujourd'hui le pôle agricole, d'abord en nombre d'adhérents ou clients de la coopérative, bref, en nombre d'agriculteurs? Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Donc déjà, merci pour l'invitation et laissez-moi avoir une pensée pour l'ensemble des personnels de santé et pour tous ceux qui travaillent sans relâche pour nous protéger en ce moment. Ils sont nombreux et il y a beaucoup de conjoints de salariés d'Euralis, donc je voulais avoir un clin d'œil particulier pour eux. Sur le clé d'Euralis, donc Euralis, coopérative implantée au cœur du Béarn, à Pau, avec plusieurs pôles d'activité. Ce soir, dans la thématique, on va plus parler de la partie agricole. Donc, un chiffre sur la partie agricole, Euralis, c'est 12 000 agriculteurs, dont une moitié sont adhérents coopérateurs. Et c'est un peu moins de milliers de salariés. Voilà pour les principaux chiffres. Avec des territoires, hein, finalement, que l'on peut découper en 3 grands parties. On le voit ici sur la carte. Et le territoire Nord-Aquitaine, en particulier, le territoire également Sud-Aquitaine et le territoire Occitanie, puisque toute une partie de l'activité se fait également en direction de l'Occitanie, c'est-à-dire du côté de Toulouse, pour schématiser. Tout à fait, donc bien implanté dans le triangle. Tout à fait bien implanté dans le triangle Toulouse, Bordeaux, Bayonne, 3 territoires sur plusieurs bassins de production. Voilà, donc c'est un redécoupage récent en 3 territoires qui correspondent à 3 typologies d'agriculteurs, 3 typologies de production. Alors, la production, justement, il y a quelques chiffres clés qui la résument. Je vais vous demander peut-être non pas de les commenter, mais peut-être de les égrener, c'est le cas de le dire, et notamment pour qu'on se mette bien en tête ce que représente aujourd'hui le pôle agricole en volume. Lorsque l'on parle, par exemple, des céréales, et notamment des oléoprotéagineux qui sont récoltés chaque année, le tonnage, d'ailleurs, est assez impressionnant. Tout à fait. Donc, Euralis est leader sur la production de céréales, à peu près 1 million de tonnes. Hein, vous le voyez, c'est fluctuant selon les années. Cette année, on a une excellente campagne compte tenu des conditions météo. On est présent sur la partie bio aussi, oui, avec une partie de nos productions réalisées en bio. Et un fort développement ces dernières années sur cette partie-là. Vous le voyez sur le mur de chiffres que je ne lis pas d'ici, mais que vous connaissez, hein, voilà, tout à fait, avec 1000 éleveurs de bovins. que je connais, tout à fait. Donc, les productions animales, effectivement, les bovins, les volailles et les canards. Cette activité, c'est à peu près 1000 producteurs sur les 12 000. Donc, c'est une activité importante qui se développe et qui se développe sur les 3 territoires.
Et avec l'importance donnée pour ces productions, notamment au niveau des canards gras, sur l'IGP et sur les labels rouges, bref, sous le principe de production sous signe de qualité. Hein, c'est important de le souligner. Hein. Tout à fait, c'est une singularité des productions de Ralis et c'est un point singulier, on va le voir avec la thématique, avec la crise particulière dans laquelle on est, on voit que c'est un élément important et discriminant pour nos consommateurs. Oui, tout à fait. Ralis, c'est aussi la production de légumes, donc avec des partenariats historiques, hein, avec Géant Vert, avec Bonduel, 400 producteurs sur cette activité légumes. Une activité là aussi historique, contractuelle, avec de la visibilité donnée à nos agriculteurs sur des contrats au fil des années. Ouais. Euralis, c'est aussi la production de semences. On l'a dit en intro, aujourd'hui on parle du pôle agricole, mais il y a une forte culture semencière au sein d'Euralis. Donc un peu plus de 400 producteurs de semences qui sont à la tâche pour produire les semences qu'on replantera, mais pas qu'en France, hein, dans l'Europe entière, avec un grand nombre d'exportations sur cette activité semences. Ouais, c'est important de le dire, parce qu'on va parler beaucoup tout à l'heure des circuits courts, mais la partie semences, c'est l'export, évidemment, hein, qui en fait également une singularité très positive, avec une couverture, hein, au niveau européen qui est assez importante et assez dense. Hein. Tout à fait. J'ai l'impression, que la liaison n'est pas très bonne. Donc, ce que je vous propose, c'est, pendant que on va se laisser 3 petites secondes et nos collaborateurs vont vous joindre sur une autre ligne, si vous le voulez bien, pour continuer cet entretien par liaison téléphonique. Ça sera plus sécurisé que sur le Skype que nous avions il y a quelques instants. Et pendant ce temps, on regarde quelques chiffres encore supplémentaires, parce que nous allons parler tout à l'heure de l'importance des produits locaux, des circuits courts. Sachez qu'il y a 73 magasins points verts dans les tables des producteurs. 500 agriculteurs, d'ailleurs, vendent une partie de leur production de produits locaux en circuit court, hein, dans 35 de ces 73 magasins. Et puis ce pôle, c'est également 34 000 hectares de vignes qui sont suivis. Et parmi ces 34 000 hectares de vignes suivis, 2300 sont des hectares de vignes bio. Il faut le rappeler, avec une importance donc de plus en plus prégnante, hein, de cette offre œnologique. Je crois que nous avons rejoint avec un meilleur son Laurent Dubin. Vous m'entendez mieux là, je pense. Je vous entends parfaitement. Et nous aussi. Je dois avouer que je viens de vivre 3 minutes difficiles en essayant de décoder ce que vous disiez. Mais je me doute. Je vois que vous connaissez bien Euralis et j'abonde sur les derniers éléments que vous avez donnés. Notamment sur la vigne, je préciserai en disant qu'il y a un leadership d'Euralis sur les vignobles du sud-ouest et en particulier sur le Bordelais. Absolument, c'est important de le dire parce que c'est pas tout à fait, c'est pas l'image c'est pas la production qui revient le plus souvent en tête, alors qu'on évoque Euralis, et pourtant en effet vous avez une place très importante dans ce domaine, et de plus en plus d'ailleurs importante. Je voudrais que vous nous disiez, quelle que soit d'ailleurs la production, de quelle façon le groupe coopératif s'est organisé pour à la fois remplir sa mission, mais aussi protéger avant toute chose les collaborateurs, dont vous avez rappelé le nombre important tout à l'heure, et puis tous les agriculteurs ou tous les exploitants agricoles, les salariés agricoles qui sont également en contact normalement avec vous. C'est un point essentiel, Eric. Effectivement, il a fallu, dans cette phase de crise, déjà définir les priorités. Une partie sont arrivées des services de l'État, puisque les activités agricoles d'Euralis ont été identifiées comme vitales, utiles à l'alimentation humaine. Donc, on a été identifié comme une activité devant maintenir sa continuité. Et dans un deuxième temps, on s'est posé sur nos salariés en se disant que la priorité numéro 1 pour nous, c'était d'assurer leur protection. Donc, premier temps dans la crise, 1, définir les priorités, et 2, se mettre en mouvement. Voilà.
Vous avez, vous avez limité peut-être également les fameux contacts, parce qu'une des forces de votre groupe, c'est la proximité. Sauf qu'aujourd'hui, la proximité, il faut la réorganiser, parce que la fameuse poignée de main, le fameux engagement sur le terrain que peuvent avoir les conseillers avec les agriculteurs, etc., aujourd'hui, il prend une tournure tout à fait différente. Tout à fait. Donc là, sur cet aspect, le premier élément de protection, ça a déjà été de placer en confinement et en télétravail toutes les personnes qui avaient la possibilité de le faire. Donc retenez qu'aujourd'hui, chez Euralis, c'est à peu près 250 collaborateurs qui sont en confinement, c'est-à-dire 25% de l'effectif. Et ça a été une mesure immédiate qui a été prise. La deuxième, vous l'avez dit, ça veut dire que s'il y en a 250 confinés, il y en a 750 qui sont au travail. Oui. Et vous le disiez, avec un boulot au quotidien qui est en forte proximité dans les territoires, en forte proximité avec les agriculteurs. Donc pour eux, ce qui a été fait, c'est d'abord le rappel des mesures barrières, celles qui s'appliquent à chacun d'entre nous, à chaque citoyen. D'organiser les distanciations sociales, c'est-à-dire essayer partout où c'était possible d'organiser le travail pour que les gens ne se croisent plus. Donc, si pour vous donner un exemple concret sur cet aspect-là, on a organisé des vacations de poste dans lesquelles l'équipe de matin, l'équipe d'après-midi ne se croisent pas, mais aussi on a diminué les effectifs sur les postes pour pouvoir respecter cette distance. Ça, c'est les premières mesures qui ont été prises. Chez vous, vous avez également toute la partie logistique qui a une place très, très, très importante. Comment est-ce que vous avez pu continuer à faire ce service logistique dont on voit aujourd'hui, d'ailleurs dans beaucoup de domaines, qu'il est un secteur absolument clé de la continuité économique ? Tout à fait. Donc, au-delà de l'application de ce qu'on va appeler les mesures de base, les gestes barrières et le respect des distances, on a mis en place un certain nombre de mesures complémentaires. Donc, ces mesures complémentaires consistent à équiper les collaborateurs avec des équipements de protection. Donc, ça a été pour les transports, les personnes que vous citez, ça a été des masques, ça a été du gel hydroalcoolique pour pouvoir se laver les mains. Pour d'autres collaborateurs, ça a été des visières. Voilà, tout un dispositif qui nous a permis d'assurer cette priorité numéro 1, à savoir la sécurité des salariés. Je citerai un autre exemple, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais sur nos 75 points de vente, il a fallu équiper les caisses avec des glaces en plexi pour que, au moment du passage en caisse, nos salariés soient protégés avec une vitre qui les sépare des clients. Alors c'est important, mais on va peut-être en parler dès maintenant, parce que vous avez en effet des points de vente, j'en parlais tout à l'heure lors de la coupure que nous avons eue. Ces points de vente aujourd'hui, pour certains, ils sont évidemment ouverts au grand public, avec notamment des circuits des produits locaux qui sont proposés. Est-ce que vous avez constaté pendant la période là que nous venons de vivre que d'abord ces magasins avaient toujours une utilité, qu'ils étaient toujours demandés? On entend dire de plus en plus que les produits locaux sont aujourd'hui recherchés, et si oui, vous l'avez dit, il a fallu adapter, j'imagine, le parcours client, comme l'on dit dans les magasins, pour répondre aux exigences sanitaires du moment. Alors sur la partie point vert, rappelons-le, c'est 75 magasins dont la moitié sont équipés avec de l'alimentation humaine, c'est-à-dire avec notre emblème qui est la table des producteurs, qui porte les produits de 500 agriculteurs d'Euralis. Sur ces magasins, on a observé deux phases. Une phase, on va dire, avant le 31 mars, qui a été terrible, avec une baisse majeure de la fréquentation. Ah oui. On peut considérer qu'il y a à peu près 50% de la fréquentation en moins et en cascade, une perte majeure de chiffre d'affaires et d'activité pour Euralis. Puis il y a eu une deuxième phase après le 31 mars, où là la fréquentation est revenue progressivement et boostée par plusieurs éléments. Le premier, vous l'avez cité, c'est les produits en circuit court de nos producteurs. Il y a eu un réel attachement à ces produits locaux, mais il s'est accentué pendant la période de confinement.
Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième accélérateur, on l'a eu avec les conditions météo. Hein. Vous avez vu les conditions particulièrement c'est clair, favorables, oui. qui ont fait que les gens s'occupent. Hein. Ils s'occupent avec du jardin. Depuis la semaine dernière, on a aussi la possibilité de revendre des plants de tomates, des plants de salade. Oui, parce que ça a évolué ça au fil du temps, hein, de ce qui était réglementairement possible. Au départ, ce n'était pas le cas, mais depuis la semaine dernière, ça y est, là, on peut venir prendre tout ce qu'il faut en matière de graines pour cultiver et investir, dans le bon sens du terme, son jardin. Tout à fait. Le décret du 13 mars n'incluait pas ces productions végétales-là, mais par mesure préfectorale, préfecture par préfecture, il y a eu un OK donné en considérant que et à juste titre, hein, qu'on était là sur de l'alimentation décalée, différée, et qu'on plantait aujourd'hui ce que nous pourrions manger demain. Voilà, donc boosté par ces deux créneaux, je rajouterai l'alimentation animale aussi, hein, parce que oui, bien sûr. Boosté par l'alimentation humaine et animale et par les travaux au jardin, on a repris progressivement depuis le 31 mars une activité, je dirais, normale et une activité qui nous replace face à nos responsabilités. C'est-à-dire maintenant qu'il y a du monde qui revient en magasin, il nous faut réorganiser la protection de nos équipes. Donc, un exemple très simple, si vous venez dans nos magasins, vous trouverez un marquage au sol à l'entrée avec un filtrage pour qu'il n'y ait jamais plus de X clients à l'intérieur du magasin et un personnel d'accueil qui va vous réguler avec une personne qui rentre, une personne qui sort. Voilà le genre de mesures concrètes qu'on a été amené à prendre. Alors là, je vous ai aiguillé vers la fourchette pratiquement, ou en tout cas vers le lien que vous aviez avec les consommateurs, mais je remonte un petit peu sur l'amont et du côté fourche, c'est-à-dire je reviens côté champ. On parlait de la période, mais cette période également, si je ne m'abuse, c'est la période des semis. Comment est-ce que vous êtes organisé pour finalement assurer la continuité des services avec les agriculteurs qui, eux, sont dans cette période de semis? Vous avez raison, quand il fait beau pour monsieur et madame tout le monde à la maison, il fait aussi beau pour les agriculteurs. J'insisterai aussi en disant qu'eux aussi ont été impactés par ce phénomène d'anticipation, de peur de manque. Oui. Donc le premier phénomène qui est apparu au début du confinement, c'est une volonté de nos agriculteurs d'anticiper tous leurs approvisionnements. Dans leurs approvisionnements, dans la période, c'est des engrais de fond, mais c'est aussi des semences, vous l'avez dit. Donc, ils avaient anticipé, en fait, ils avaient anticipé, d'accord. Voilà, leur idée, c'était tout le monde va être confiné, donc il faut que je fasse rentrer un maximum de choses avant. Donc, on a eu, un peu comme les phénomènes qu'on voit en grande distribution, on a eu à faire face d'abord, dans un premier temps, à un afflux d'anticipation de commandes. Donc, pour répondre à votre question, comment on s'est organisé? D'abord, en amont, on s'est structuré avec nos fournisseurs pour vérifier que la chaîne globale d'approvisionnement ne serait pas perturbée, que toutes les usines étaient bien en train de produire, que les transports étaient correctement organisés. Sachez que pour une partie de nos approvisionnements, en particulier pour les engrais, on a des bateaux qui arrivent de l'autre bout de la planète que voilà, la situation mondiale a fait que ces flux pouvaient être complexifiés. Voilà, tout à fait, parce que ces bateaux-là, certains sont, vous dites, les bateaux arrivent de l'autre bout de la planète, mais dans la période, ils n'arrivent pas forcément d'ailleurs, c'est ça aussi la difficulté. Alors soit ils n'arrivent pas, soit ils arrivent en décalage. Donc, il a fallu faire preuve d'agilité sur ces éléments-là. Il a fallu aussi réorganiser nos équipes, puisque il a fallu accélérer. Et d'ailleurs, cette phase d'accélération n'est pas terminée encore. Hein. Ah oui. On a rallongé les horaires de travail. Dans une période où, je le dis, la priorité, c'était aussi de protéger les équipes. Donc, c'est vraiment une gymnastique particulière. Ça, c'est pour ce qui concerne les approvisionnements, mais on a aussi 80 collaborateurs dont la responsabilité, c'est d'assurer le conseil
Et ça, votre image de tout à l'heure, on se tape dans la main, on est en proximité, Oui. ces conseillers-là, il a fallu leur demander de travailler autrement. Et autant que faire se peut, de promulguer leurs conseils à distance. C'est-à-dire, ça c'est très compliqué. Ouais. Donc, Mais les outils digitaux, cela dit, dont le monde agricole est assez finalement friand, ou en tout cas en capacité de finalement aussi les exploiter pour beaucoup aujourd'hui, ont permis de garder le lien, parfois avec un coup de caméra, parfois avec un coup de liaison à distance, y compris dans le champ, mais avec une tablette à l'intermédiaire, ou c'est une image sublimée? Non, c'est une très bonne image. Il a fallu réinventer la proximité. Pas celle où on se touche et on boit le café ensemble. Donc la proximité, cette proximité différente, c'est bien évidemment le téléphone d'abord, mais c'est aussi les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a des moyens modernes pour communiquer avec nos agriculteurs, avec des portails par exemple. Et retenez que sur nos portails digitaux, le trafic a été multiplié par 5 dans cette période de confinement. Et oui. Donc les outils existaient, mais vous voyez, on les a maximisés. Maximisés, c'est ça, voilà, tout à fait. La pratique a changé, comme pour beaucoup d'ailleurs. Oui, la pratique a changé. Je voudrais qu'on parle des éleveurs, pour avancer un petit peu dans l'interview, je voudrais qu'on parle des éleveurs, parce que là également, il y a un accompagnement tout à fait particulier, et puis il y a aussi tout ce qui concerne la partie alimentation. Comment est-ce que aujourd'hui vous arrivez à maintenir? D'abord, est-ce qu'il y a des soucis de ce côté-là pour tout ce qui est aussi l'alimentation animale? Alors, il n'y a pas de souci particulier, on va dire. Il n'y a pas de mesures spécifiques. Je peux vous donner quand même un point, puisqu'on parlait des productions animales sur les marchés, parce que nos producteurs, ils produisent pour des marchés qui sont considérablement impactés par la crise. J'imagine. En particulier sur la filière bovin, avec une baisse sur les marchés RHF et restauration. Oui, parce que pour beaucoup, parce qu'on a des questions qui arrivent, etc. C'est souvent, mais le monde agricole n'a jamais aussi bien marché qu'en circuit court. Mais tout n'est pas en circuit court, parce que tout ce que vous avez dans les restaurants qui sont fermés, dans la restauration collective, etc., ça vient, et Dieu merci d'ailleurs, heureusement, de nos filières françaises pour beaucoup. Voilà. Donc l'impact est énorme pour les filières et pour les éleveurs. Exactement. Donc, le point de vigilance, s'il en est un, il est aval sur ces filières. Pour le reste, la continuité d'activité et la protection des équipes a été organisée. Là aussi, on essaie au maximum de limiter le déplacement de nos techniciens. Et quand les techniciens se déplacent, ils se déplacent avec le respect des mesures élémentaires, des gestes barrières. Bien évidemment, ils sont équipés avec des masques là, de type FFP2. Mais on a constaté là aussi une réduction du nombre de visites sur le terrain dans le contexte particulier. En tout cas, c'est important de souligner cette mobilisation à la fois des collaboratrices, des collaborateurs qui font partie du groupe, du monde agricole en général, parce que malgré la difficulté, on sent bien que le monde agricole est extrêmement mobilisé pour arriver à continuer à produire, à être respectueux des calendriers, parce que les calendriers de production sont, ma foi, courts toujours. Il n'y a pas de mise entre parenthèses pour la production, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, etc. etc. Et que c'est un véritable défi que de permettre de cette continuité avec en plus des épées de Damoclès qui sont autour de la production. Vous diriez que c'est dans ces moments-là que le côté solidaire d'une coopérative, y compris lorsqu'on est un très gros groupe comme le vôtre, eh bien, il prend toute son importance également, et que les notions de solidarité, de partage, de coopération, pour venir à l'ADN même du groupe coopératif, trouvent là toute leur importance. C'est fondamental. Elle le trouve, et elle le trouve avec du sens. Je parle avec beaucoup d'agriculteurs, bien évidemment, en ce moment, qui retrouvent beaucoup de fierté sur des valeurs élémentaires qui sont de nourrir nos concitoyens, beaucoup de fierté des salariés de Ralis à accompagner ces agriculteurs dans leur métier. Et finalement, ça donne beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de valeur dans tout ça. Et dans la période difficile qu'on vit tous, ça me paraît être un élément moteur et fédérateur, et pour les équipes et pour les agriculteurs.
Merci beaucoup Laurent Dubin d'avoir été avec nous pour faire le point sur ce pôle ô combien important, on le redisait tout à l'heure, qui concerne mine de rien quelques 12 000 agriculteurs adhérents ou clients de la coopérative et pratiquement un millier de collaborateurs. Et très régulièrement, on prend le pouls, vous le savez, du monde agricole. C'est important d'avoir un acteur comme Euralis pour répondre à ces questions. Merci en tout cas à vous. On est dans une journée où les communications et les liaisons sont un peu compliquées, mais merci d'avoir pris quelques petites minutes et on reviendra souvent du côté de chez Euralis pour voir comment les choses s'organisent dans les autres secteurs qui font partie également de ce groupe coopératif.